Aujourd'hui, pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir également la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, mais également j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT. Bonjour à tous les trois. Ce que je vous propose, c'est de laisser dans un premier temps la parole à Franck Morel pour qu'il puisse nous parler un petit peu de cette note. Ensuite, nous passerons la parole à Roland Lescure, puis la parole à Marie-Lise Léon avant de discuter tous les quatre. Puis, à la fin de cette séance, nous aurons 20 minutes pour échanger des questions-réponses. J'invite donc toutes celles et ceux qui nous écoutent à commencer à utiliser le chat et les espaces numériques pour nous poser leurs premières questions. Je me tourne vers vous maintenant, Franck Morel. Est-ce que vous pourriez profiter des 5 prochaines minutes pour nous présenter un petit peu votre note et les grands axes autour desquels elle s'articule ? Merci à vous. C'est un plaisir de pouvoir effectivement parler de ces propositions, d'échanger sur ces propositions et de nourrir le débat autour de tout ce que l'on peut faire de pratiques, d'efficaces en faveur de l'emploi. Je suis ravi de retrouver Roland Lescure et puis de retrouver Marie-Lise Léon, avec qui on a toujours eu des échanges extrêmement intéressants et constructifs quand je travaillais avec Édouard Philippe. Donc, je voudrais mettre en avant quelques axes principaux de la note. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des 9 propositions. On mettra sans doute un coup de projecteur au cours des échanges sur certaines d'entre elles. Mais dire un petit peu quels ont été les points de repère qui, à mes yeux, étaient nécessaires pour proposer des mesures efficaces, rapides et qui ont un impact sur l'emploi. Le premier point de repère qui a été le mien, c'est de faire en sorte que ce soit des mesures faciles à mettre en place, rapide, qui puisse avoir un impact immédiat ou quasi immédiat. Le deuxième point de repère, et on a vu pendant la crise que le dialogue social a été quelque chose qui a permis de faire face de manière plus efficiente dans les entreprises, notamment sur la question des mesures sanitaires et en matière de prévention des risques professionnels. Et donc le deuxième point de repère, ça a été, pour la plupart des mesures, de faire en sorte que leur mise en œuvre passe par le dialogue social. C'est un point essentiel. Alors, je vais peut-être vous présenter les 4 grands axes, les 4 grandes familles de leviers qui sont assez complémentaires les unes par rapport aux autres et sur lesquels j'ai voulu mettre l'accent. Le premier axe, c'est la question du temps de travail. On a vu à travers l'activité partielle, à travers l'utilisation massive d'un système d'activité partielle parmi les plus généreux d'Europe, qu'on a permis par ce biais-là de sauver des millions d'emplois. Il n'y a qu'à voir dans d'autres pays dans le monde où il n'y a pas eu ce genre de système, ce que ça a donné, je pense aux États-Unis en particulier, ce que ça a donné en termes d'emploi. Donc on a eu raison de déployer de manière massive un système d'activité partielle généreux, facile d'accès. Et désormais, depuis quelque temps, d'activité partielle de longue durée également. Mais je crois que ce dont ont besoin les acteurs, c'est de maximiser précisément tous les outils, l'activité partielle en est un, mais il y en a d'autres aussi, pour permettre de faire face tant à des sous-charges qu'à des surcharges d'activité. Je déjeunais hier avec un chef d'entreprise qui me disait, il était dans la logistique, et il me disait qu'il avait eu à faire face, à l'inverse, à une surcharge liée au fait qu'un certain nombre de personnes commandaient justement à distance et donc utilisaient ces services, et il n'avait pas été en mesure de pouvoir répondre efficacement à cette surcharge. Donc il faut se doter d'outils permettant de faire face tant aux sous-charges qu'aux surcharges. Et l'une des propositions que je formule va dans ce sens. Ensuite, il y a un deuxième volet, c'est la question de la facilitation de l'embauche et le recours à différentes formes de contrats de travail. Alors, il y a plusieurs propositions. Il y a la question du prêt de main-d'œuvre, qui est quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre, qui a été assoupli de manière temporaire pendant la crise, avec je dirais, de manière positive. Et il faudra sans doute se poser la question, parmi les dispositions qui pourraient être pérennisées, les dispositions de simplification qui pourraient être pérennisées, je pense que celle-ci pourrait, à mon avis, en faire partie, parce qu'elle est simple, elle est efficace, et le prêt de main-d'œuvre est quelque chose qui est assez souvent plébiscité par beaucoup d'acteurs. Il y a la question du CDI intérimaire, qui est un outil intéressant, qui s'est pas mal développé depuis sa création en 2013 par un accord collectif, qui a été ensuite transposé dans la loi. Il y a la question des CDI de chantier. On a permis en 2017 de les développer par accord de branche. Il faut peut-être se poser la question d'élargir leur utilisation. Et puis, il y a la question du dédit formation, notamment dans le cadre de l'alternance. J'ai entendu nombre de fois des chefs d'entreprise, et notamment de PME, se dire « moi, je voudrais bien prendre un apprenti, mais le problème, c'est que j'ai peur qu'il parte à la concurrence ». Et donc, il y a cette question du dédit formation qui pourrait nourrir un dialogue social de branche, parce qu'on pourrait avoir une clé d'entrée sectorielle ou métier sur ces sujets, qui peut également être mis sur la table. Ensuite, il y a un troisième grand volet sur lequel j'ai voulu mettre l'accent, c'est la question de la sécurisation des actifs. On a un vrai sujet autour du différentiel de garantie, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, entre les salariés et les indépendants.
On le voit bien à travers le débat, par exemple, autour des plateformes d'indépendants en ce moment, et j'attends avec impatience le rapport de Jean-Yves Frouin sur le sujet, qui, j'espère, pourra donner des pistes intéressantes pour avancer sur la question de la sécurisation dans ce domaine. Mais d'une manière plus générale, je pense qu'on ne s'en sortira pas si on veut traiter cette question tout seul dans son coin. Et il faut essayer de mobiliser l'ensemble des acteurs. Alors, l'État a fait une partie du chemin, le gouvernement a fait une partie du chemin, puisque dans la loi de 2018, a permis à certains travailleurs indépendants de bénéficier d'une assurance chômage en cas de liquidation judiciaire. C'est un début. Mais on peut aller plus loin. Et pour travailler sur l'extension des garanties sociales aux indépendants, je crois qu'il faut mettre dans le coup les collectivités locales. Il faut mettre dans le coup les mairies, il faut mettre dans le coup les régions. Et alors, il y a des dispositifs qui existent. Il y a des systèmes d'aide aux territoires ruraux, etc. Dans le cas où une activité, un service n'est pas rendu sur un territoire, la possibilité de donner une aide. Mais on peut aller plus loin, on peut élargir ces dispositifs. Dans le cadre du contrat de plan État-région, on peut signer des choses là-dessus. Donc, ça, c'est une proposition que je formule. Et puis, il y a la question également en matière de formation professionnelle pour sécuriser les actifs, de la manière dont on peut permettre, favoriser l'anticipation, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et le maintien en emploi. Il y a un outil qui est formidable, qui s'appelle la POE, qui est né en 2011, qui a un versant collectif et un versant individuel, qui permet de former des demandeurs d'emploi pour des besoins d'emploi identifiés dans certaines entreprises. La proposition que je formule, c'est de permettre d'utiliser la POE, donc il faut l'adapter, pour des emplois menacés, c'est-à-dire pour des personnes qui ne sont pas encore demandeurs d'emploi, mais qui risquent de le devenir si on laisse les choses en l'état. Et donc de permettre d'utiliser la POE sur des emplois menacés pour permettre d'organiser leur reconversion sur d'autres entreprises. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. On pourrait tout à fait là aussi organiser ça via par exemple des accords de branche. On peut avoir des mécanismes qui permettraient de développer ça. Et puis le dernier volet sur lequel je mets l'accent, c'est le renforcement de la démocratie sociale. Je l'ai dit tout à l'heure, le dialogue social a été quelque chose d'essentiel dans la crise pour faire face justement aux besoins et à la nécessité d'adaptation et de réactivité. Et là, je pose sur la table 2 propositions qui sont un peu poil à gratter, j'en ai bien conscience, mais je pense que c'est bien aussi de faire avancer le débat. La première, c'est celle de l'extension du référendum. Et quelque chose qui n'a jamais été mis sur la table, c'est le référendum de branche. Je pense qu'il faudrait se poser la question, ça existe au niveau de l'entreprise, on pourrait l'élargir, mais ça n'existe pas au niveau d'une branche. Et il faudrait se poser la question de la possibilité, dans des cas bien précis, de pouvoir organiser un référendum de branche. Et puis la seconde, qui est très poil à gratter, c'est le fait de se demander si on ne pourrait pas, sur le modèle de ce qui existe dans certains pays nordiques, permettre de manière expérimentale, donc je suis modeste à ce stade-là, aux accords collectifs qui en décideraient ainsi de réserver les avantages institués par ces accords aux adhérents des organisations syndicales signataires de ces accords. Voilà pêle-mêle, de manière un peu rapide, un peu panoramique, les 4 grands axes des propositions que je formule et qui sont là pour alimenter le débat et accompagner le plan de relance très ambitieux qui a été présenté récemment par le Premier ministre. Merci. Merci beaucoup, merci pour la clarté de vos propos. Je rappelle donc que vous êtes ancien conseiller social du Premier ministre, senior fellow sur les questions d'emploi, travail et dialogue social à l'Institut Montaigne et avocat chez Clichy-Granger. Maintenant, peut-être place à vous, Roland Lescure, pour les 5 prochaines minutes. Quelle est votre vision des choses sur ce sujet ? Très rapidement, d'abord, je suis aussi très heureux de retrouver Franck, avec qui on a beaucoup échangé quand il était à Matignon, et Marie-Lise, avec laquelle on échange régulièrement dans le cadre des projets de loi qu'on étudie à l'Assemblée, du plan de relance. On a beaucoup travaillé ensemble sur Pacte, qui avait déjà traité un certain nombre de sujets très importants auxquels Franck a fait référence. Bon, d'abord, je voudrais féliciter Franck pour la qualité du travail, et j'engage vraiment ceux qui nous écoutent à récupérer la note et à la lire. On n'aura pas le temps de la commenter en détail. Je vais le taquiner un peu, ou taquiner un peu l'Institut Montaigne en passant. Une note de l'Institut Montaigne qui disait qu'il suffit juste d'augmenter le temps de travail pour sauver la France était sortie au printemps. Je pense que là, on rentre un peu plus dans le détail d'un sujet qui est extrêmement complexe, qui est très important, qui doit nous permettre évidemment de sauvegarder l'emploi en France, mais surtout de développer l'emploi en France, parce qu'on reste à ce stade dans une logique très défensive. C'est normal, on est en pleine crise. Et moi, je suis convaincu que cette crise, il faut vite qu'on passe dans une logique offensive, et notamment sur la formation, notamment sur l'organisation du travail et de la production au sein des entreprises. Et il y a dans les propositions que formule Franck un certain nombre de propositions détaillées que je vous engage vraiment à lire et qui vont faire partie des réflexions dans les semaines qui viennent.
Bon, il ne faut pas oublier tout ce qu'on avait fait avant cette crise. Franck y a contribué, Marie-Lise aussi, parfois en nous piquant un peu pour aller plus loin. C'est aussi le travail des organisations syndicales que moi j'avais souhaité rencontrer dès mon arrivée. Il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait, qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est entré dans cette crise. La France est entrée dans cette crise, sans doute plus forte, plus robuste qu'elle l'aurait été 3 ans auparavant, avec 2 enjeux qui sont essentiels pour moi. Un qui est vraiment autour des parcours individuels. On l'a dit, les travailleurs individuels, les plateformes, etc. sont en train de se développer. Et surtout, les parcours individuels au sein de la carrière sont en train d'être de plus en plus variés, parfois de manière subie. C'est très difficile de garder un job à vie, ça n'existe plus ou presque. Et donc parfois, les gens doivent se repenser, se réinventer, ayant perdu un emploi, mais parfois aussi de manière plus active. Les jeunes qu'on connaît ne souhaitent plus nécessairement être dans un emploi à vie, donc souhaitent pouvoir se réinventer tout au long de leur vie. Parcours individuel et parcours de l'entreprise. L'entreprise, j'en suis convaincu, c'est une aventure collective dans laquelle chacun a son rôle, il ne faut pas tout mélanger, mais dans laquelle chaque partie prenante, et évidemment les salariés, ont un rôle très important à jouer. Du côté des parcours individuels, on a fait beaucoup sur la formation, ça commence dans les petites classes du primaire, dans les zones développées. Je pense que c'est une mesure dont on ne parle pas assez, qui est essentielle, qui va donner des résultats dans 15, 20 ans, mais qui, j'en suis convaincu, va en donner. Toute la réforme de l'enseignement, pas seulement l'enseignement professionnel, participe à ça. Et évidemment, la réforme de l'apprentissage, la réforme de la formation professionnelle, qui portait ses fruits. On avait une hausse très forte des apprentis l'année dernière. Vraiment, on est convaincu que c'est aussi ça l'avenir de la France et que du coup, dans cette crise, plutôt que de se replier sur ces sujets, il faut changer de braquet et accélérer le développement de la formation professionnelle, y compris dans les branches et au sein des entreprises. Après, il y a ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, c'est vrai qu'il y a des propositions intéressantes que Franck propose, notamment autour de l'organisation, je dirais pas seulement du temps de travail, qui est une espèce de chiffon rouge qu'on aime à pointer, mais vraiment dans l'organisation de la production au sein de l'entreprise. Je vais donner un exemple que je donnais souvent pendant le confinement, qui n'est pas très opportun en ce qui me concerne, mais un coiffeur doit pouvoir ouvrir le dimanche quand il a une période de forte hausse de la production, à condition évidemment qu'il en ait parlé avec ses employés et qu'on arrive à tenir un accord. C'est plus facile dans les grandes entreprises quand il y a des organisations syndicales représentatives. On a fait plein de choses pour améliorer la représentativité, la représentation des salariés au sein de l'entreprise, sur les conseils d'administration. Donc il faut vraiment utiliser tous les leviers qu'on a mis en œuvre depuis 3 ans pour passer ensemble cette crise qui est extrêmement difficile. Moi, je suis convaincu que la formation est la clé. Il faut profiter, j'allais dire, de cette crise pour former la France, les jeunes et les moins jeunes, aux métiers d'avenir. Il faut profiter de cette crise pour continuer à inclure davantage ceux qui sont un peu exclus du modèle social à la française. J'allais dire qu'on nous envie, mais qu'on nous envie surtout pour 80 ou 90% des Français qui en bénéficient. Mais ceux qui sont exclus, parce qu'ils n'ont pas de formation, parce qu'ils n'ont pas de job, ou parce qu'ils sont indépendants, doivent y être intégrés, jusqu'à la retraite. En passant, on en parlera peut-être. Donc, il faut véritablement utiliser tous ces outils, sans doute en penser d'autres, faire confiance et responsabiliser les acteurs sur le terrain, en s'appuyant sur les organisations représentatives. Moi, je pense que le patron de Haut-Fourneau paternaliste qui dirige son entreprise comme une famille du XVIIIe siècle, c'est terminé. Et je suis convaincu, pour avoir échangé avec eux aussi, que les organisations syndicales qui ne se placent que dans une logique peut-être un peu plus 19e siècle de lutte des classes, c'est aussi terminé. Chacun a son rôle dans l'entreprise. On doit être parfois dans des rapports de force, mais dans une logique de gagnant-gagnant plutôt que de donnant-donnant. Je pense que là encore, dans cette note, il y a un certain nombre de propositions qui permettent d'aller vers là. Dernier point pour terminer. Référendum, je me méfie un peu. Il faut faire un peu attention parce que... je vais vous donner un exemple qui est de ma circonscription. Donc, en Californie, ils votent sur tout, ils font des référendums sur tout. Et aux dernières élections en Californie, il y avait à la fois l'élection d'une sénatrice, Kamala Harris, qui sera peut-être la prochaine vice-présidente des États-Unis, qui faisait campagne sur l'abolition de la peine de mort. La peine de mort existe encore en Californie, même si elle n'est plus appliquée depuis longtemps. Il y avait 2 référendums, un qui disait qu'il faut l'abolir, l'autre qui disait au contraire qu'il faut la remettre en place. Ils ont à la fois élu une sénatrice anti-peine de mort et voté pour le rétablissement de la peine de mort. Donc les référendums peuvent donner lieu à des votes un peu d'humeur parfois,
l'éducation, l'orientation, l'encadrement de la question, évidemment, et le fait qu'à mon avis, il faut les voir dans une logique consultative plutôt que décisive, parce que là encore, chacun a son rôle dans l'entreprise, les dirigeants, le conseil d'administration, les représentants, est un élément important. Merci beaucoup Roland Lescure d'avoir partagé vos convictions, votre vision sur ce sujet. Maintenant, place à vous, Marie-Lise Léon. On a envie de vous entendre dans les 5 prochaines minutes. Je vois que vous avez également le résumé de la note sous les yeux. Quelles sont vos premières réactions ? Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir venir débattre et échanger, même si on est dans des circonstances un petit peu particulières. Moi, je remercie pour ce débat, puis je remercie Franck, avec qui effectivement on a pas mal travaillé, on a beaucoup débattu et on a quelquefois été d'accord, quelquefois en désaccord aussi. Je ne vous donnerai pas l'équilibre des forces, mais moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est de pouvoir poser sur le papier un certain nombre de propositions et comme ça a été dit précédemment, avec des éléments assez concrets qui devraient pouvoir se mettre en place rapidement. Parler avec un masque, je vais juste essayer de ne pas m'étouffer parce que ce n'est pas tout à fait pratique. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les 4 axes que tu as également présentés, ce sont les 4 fondamentaux et je dirais les 4 éléments sur lesquels, effectivement, il peut y avoir des réflexions, le temps de travail, la question du contrat de travail, la question des actifs en général. On parle d'universalité à la CFDT, de se dire comment on fait en sorte que tout le monde est sécurisé. Et dans la sémantique syndicale, on est passé du 19e au 21e siècle. On parle de travailleurs. Alors, ça n'est pas un retour en arrière d'une formation politique qui existe, mais on a ce souci de se dire comment on peut bien prendre en compte l'ensemble des situations, parce que, comme Roland l'a dit tout à l'heure, les parcours ne sont plus linéaires. Les évolutions peuvent se faire via des statuts différents, et puis parfois il y a des accidents de parcours avec des pertes d'emploi qui, dans le contexte actuel, vont effectivement être concernées de plus en plus de monde. Et puis, on ne peut pas parler de l'ensemble de ces évolutions relatives au temps de travail, au contrat, au statut même des uns et des autres, sans parler de la démocratie sociale. Alors, je ne veux pas juste plaider pour ma paroisse, mais la question de ces évolutions, si je rebondis sur la question de la place de la démocratie sociale, moi je fais beaucoup de liens entre ça renvoie aux propositions contrat de travail et temps de travail. On est souvent dans le débat un peu stérile de est-ce qu'il faut augmenter, baisser le temps de travail. Pour mon organisation, aujourd'hui, il existe déjà énormément de leviers, d'outils dans les entreprises, puisque maintenant le dialogue social est principalement dans les entreprises, qui permettent ce type de modulation. Et si je suis la logique de la note, de dire on veut préserver l'emploi, mais on veut quand même permettre de répondre, tu évoquais la question de répondre à des surcapacités. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est comment travailler tous et travailler mieux. Il y a les enjeux également de qualité d'emploi. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de dire on veut permettre à un employeur d'assurer, de faire face à une surproduction, enfin de devoir pouvoir surproduire dans une période donnée, en faisant plus travailler ceux qui ont déjà un emploi? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas l'occasion de faire bénéficier de l'emploi à des personnes qui aujourd'hui en seraient dépourvues? Donc, la question du temps de travail, elle me semble déjà, dans l'immédiat, largement couverte par des modalités diverses et variées, que ce soit au niveau des entreprises ou des branches. Néanmoins, moi j'étais extrêmement intéressée par la note sur la question de la temporalité. On a parlé du temps de travail à la journée, à la semaine, au mois. Pour la CFDT, c'est tout au long de la vie. C'est cet objectif-là, c'est cette vision qu'il faut poursuivre. Alors ça paraît peut-être compliqué de se dire que ça va être une réponse immédiate. Je pense que c'est illusoire de se dire qu'on va répondre à cet enjeu-là, mais parce que le temps de travail tout au long de la vie, c'est le temps passé en formation, c'est le temps de conciliation. Le confinement nous a pointé un certain nombre d'éléments fondamentaux sur les enjeux du télétravail, de la conciliation des temps de vie au travail et à la maison.
Avec l'extérieur, c'était un peu plus compliqué, bien entendu. Donc, je pense que c'est vraiment sur ce que nous, on appelle la banque des temps. Alors, ce n'est pas forcément très sexy, on n'a pas trouvé de nom plus parlant. Un compte épargne-temps universel, et se dire, mais comment on peut finalement rattacher des droits en matière de temps de travail à des personnes dans un cadre et selon des règles collectives. Donc ça, c'est un des éléments de débat qu'on peut apporter et qui me semble assez intéressante de tirer comme fil sur la question du temps de travail. En matière de contrat de travail, là encore, il en existe beaucoup et j'entends beaucoup d'employeurs qui se plaignent de la complexité et du nombre trop important de types de contrats. Mais ils n'ont de cesse de vouloir en créer de nouveaux. Donc, je suis un petit peu caricaturale, mais non, mais quand même un peu. Donc, il existe déjà beaucoup de types de contrats de travail. Je pense que ça n'a pas forcément d'assouplir des recours. Ça a été fait pendant la crise sanitaire, l'état d'urgence sanitaire. Avant de pérenniser néanmoins des dispositions exceptionnelles, moi je suis très... je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vers une culture de l'évaluation. Qu'est-ce que ces assouplissements, qu'est-ce que ces simplifications ont réellement apporté ? Parce que on a tendance en France à vouloir faire des expérimentations comme un premier pas à une généralisation forcément systématique. Et je pense qu'on a un enjeu d'évaluer ce que ça a pu produire et de voir quels sont les réels impacts. Et je terminerai, parce que je ne sais absolument pas si j'ai explosé le temps. Je vous en prie. La question des actifs, et il y a un enjeu c'est énorme sur la question des indépendants. On a beaucoup, nous, travaillé avec notre structure dédiée Union pendant la crise pour qu'ils puissent bénéficier du fonds de solidarité. Aujourd'hui, je pense qu'il faut non plus un fonds de solidarité, mais un fonds de relance aussi pour les indépendants qui ne peuvent pas forcément bénéficier des dispositions prévues. Et il y a un enjeu de protection sociale globale et limité, me semble-t-il, à une volonté de collectivité locale. Ça peut mettre un petit coin dans notre volonté d'universalité. C'est-à-dire qu'un indépendant, si j'ai bien compris, mais on pourra peut-être qu'on pourra préciser des éléments. Ces éléments-là, laisser à une réalité locale ou territoriale la construction de ce type de droit, je pense qu'une réflexion nationale, Jean-Yves Franc a une mission en ce sens, ça me semblerait... imaginer déjà le cadre national, ça me semble important. Et puis, alors, démocratie sociale, je peux vous faire 1 heure dessus. Mais je vous rassure, je vais m'arrêter. La question le référendum, je pense que l'introduction, il y a quelques années, de la possibilité d'un référendum lorsqu'un accord n'est pas majoritaire, ça me semble important. D'accord. Puisque les organisations syndicales ne sont que les représentants des salariés. Donc, moi, je n'ai pas peur de l'avis des salariés, puisque nous construisons nos positions en fonction de ce qu'ils nous demandent. Moi, j'ai peur que la proposition qui vise à étendre le référendum ne soit pas un renforcement, mais un affaiblissement de la démocratie sociale, puisque ça n'est pas encouragé à aller vers des accords, mais c'est aller vers plus de référendums. Ce qui peut avoir un intérêt, mais qui quand même a un désavantage majeur, c'est qu'un référendum n'est pas une construction de consensus. C'est une position, c'est oui ou c'est non. Donc, on perd en nuances et je pense que c'est dommage pour la démocratie interne. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai presque envie de vous repasser le micro, Franck Morel, pour réagir peut-être, si vous voulez, en une petite minute ou deux à ce qui vient d'être dit. Ça me semblerait intéressant avant de passer à un sujet de débat entre nous. Je vous passe le micro. Merci. Alors, je présente par avance mes excuses parce que je pense que je ne vais pas pouvoir réagir sur l'ensemble de ce qui a été dit. Donc, je vais mettre un coup de projecteur sur certains sujets. Peut-être le sujet des indépendants, revenir sur le sujet des indépendants qui me paraît particulièrement important. L'esprit de la proposition n'est absolument pas, pour répondre à ce que vient de dire Marie-Lise, n'est absolument pas de dessaisir
les pouvoirs publics au bénéfice des collectivités locales en disant on s'en lave les mains, c'est les collectivités locales qui vont prendre leur lait et nous on s'en occupe plus. Pas du tout. L'esprit de la proposition est de dire on y arrivera, l'État tout seul n'y arrivera sans doute pas, parce que la montagne à gravir est énorme. Quand on regarde le différentiel de garantie entre les salariés et les indépendants, il est absolument illusoire de penser que demain matin, ou dans un laps de temps assez proche, on pourra traiter de manière efficace la question. Donc l'esprit de la proposition est de faire feu de tout bois, c'est-à-dire de se poser la question de savoir si dans certains territoires, sur certaines communes, dans certaines régions, il n'y a pas un intérêt lié à des motifs, par exemple, d'aménagement du territoire, lié à des motifs de redynamisation économique, qui font qu'on peut faire du gagnant-gagnant en bénéficiant aussi de l'investissement sur ce sujet des collectivités locales. On a un système qui existe aujourd'hui sur les territoires ruraux et les quartiers politiques de la ville. Bon. Par exemple, ça ne bénéficie pas aux villes moyennes, aux centres-villes de villes moyennes. Alors, on peut avoir des problématiques de ce style pour des commerçants, donc des indépendants commerçants, mais pas que. Ça peut être aussi des activités indépendantes qui ne sont pas des commerces ayant pignon sur rue. Ça peut être aussi différents types d'activités indépendantes. L'idée n'est absolument pas de dire, à partir du moment où on fait ça, on ne s'en occupera plus au niveau de l'État. Il y a notamment, effectivement, je mentionnais tout à l'heure la question de l'assurance chômage des indépendants, de la liquidation judiciaire et des 800 € pendant 6 mois, qui a été mise en place avec la loi de 2018. Il y a notamment, effectivement, une réflexion autour de ça et autour des possibilités d'aller plus loin par rapport à ça. Et puis, bien sûr, il y aura la question de l'équilibre à trouver à la suite du rapport Frouin. Alors, je ne me suis pas livré à l'exercice de proposition là-dessus parce que j'ai trop de respect pour la mission Frouin, justement, et pour la manière dont il l'amène. Et je suis certain qu'il va faire des propositions pertinentes, intéressantes. Et je pense qu'une fois que Jean-Yves Frouin, d'ailleurs, aura fait ses propositions, on sera loin d'avoir fini le travail parce que l'histoire nous montre, sur les différentes formes d'emploi et sur la régulation des différentes formes d'emploi, que le facteur de succès d'une démarche de régulation de ce type, c'est le fait de la mener en s'appuyant sur des acteurs, sur la légitimité des acteurs, sur le dialogue. C'est-à-dire à partir du moment où on voudrait, de but en blanc, et ça a été fait parfois dans le passé, où on voudrait de but en blanc réguler au forceps, entre guillemets, une forme d'activité, forcément, au bout d'un moment, ça ne marche pas. On a l'exemple du CNE, qui est l'exemple le plus typique, on va dire, de cette manière de faire. Hein. Mais ça ne marche pas parce que les acteurs de l'écosystème se vengent, entre guillemets. Le juge en particulier, par exemple, se venge et finit par démolir, l'écosystème finit par démolir ce qu'il ressentait comme ayant un défaut de légitimité au départ. Donc, une fois le rapport Frouin rendu, il y aura encore un travail très, très soigneux, à mon avis, à mener justement et très fin, je pense, pour trouver un équilibre subtil entre sécurité et garantie. Voilà, donc je pense que c'est un très très beau chantier. Donc je voulais réagir sur ce point. Alors, très vite sur la question du référendum. Oui, effectivement, le référendum, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. Je crois que ce qui est intéressant dans le système qui a été mis en place dans la loi il y a quelques années, effectivement, c'est que le recours au référendum n'émane pas que d'une partie. Le recours au référendum vient après un processus de négociation. Et il émane de l'employeur et des organisations syndicales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a réussi à trouver un équilibre pour éviter le côté oui-non sur un document posé sur la table. Il y a déjà eu une démarche de discussion. Et c'est parce que cette démarche de discussion n'a pas permis de recueillir une majorité de signataires qu'on se tourne vers le référendum. Je pense que ça peut être pas mal dans certaines branches. Je donne dans la note l'exemple de la branche ferroviaire. On a eu, il n'y a pas longtemps, un projet d'accord qui a été signé par 30% des OS pesant 30%, et qui a fait l'objet d'une opposition majoritaire. Du coup, les pouvoirs publics se posent la question de l'ordonnance qui était prévue, et donc on sera peut-être dans une situation où on va avoir une ordonnance qui va intervenir avec du contenu dans cette ordonnance, qui est du contenu notamment, normalement, qui relève plutôt des classifs, des choses comme ça, de la négociation de branche. C'est dommage. Et donc je me dis que dans des situations de ce type, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quelques-unes quand même, ça pourrait être intéressant, parce qu'il y a un intérêt général, dans ce cas particulier, à organiser un référendum de branche. Voilà, alors, pour l'instant, je vais m'en limiter à ces deux sujets, mais on va revenir. Je dirais peut-être deux mots aussi d'un sujet qu'on n'a pas évoqué, que je n'ai pas évoqué dans mon propos liminaire, c'est l'emploi des seniors. Alors très rapidement, sur l'emploi des seniors,
Il y a un rapport qui est très intéressant, qui a été remis il y a quelques temps, qui était le rapport de Sophie Bellon, de Jean-Manuel Soussan et d'Olivier Mériot sur le maintien en emploi des seniors et qui formulait un certain nombre de propositions. Et il y en a une que je trouve pas mal et dont je me suis inspiré en l'adaptant un petit peu à ma sauce, si vous me permettez l'expression, c'est le fait de se doter d'outils pour organiser les fins de carrière et le maintien en emploi pendant les fins de carrière. C'est quoi les outils ? On peut organiser des fins de carrière avec du temps partiel, progressivement. On peut organiser des fins de carrière en changeant la personne de fonction. Et dans ce cas-là, on a la question des classifications et des définitions conventionnelles. Et puis, on a la question du financement, des différentes garanties. Et donc, la proposition que je formule, c'est d'offrir un cadre sécurisé permettant d'organiser ça, de permettre, par exemple, de verser au début du parcours de fin de carrière l'indemnité de départ en retraite, plutôt qu'à la fin, au moment précisément où l'intéressé part en retraite, et puis de sécuriser les versements qui sont effectués. Par exemple, on va avoir une entreprise qui va cotiser à temps plein pour quelqu'un qui en réalité sera à temps partiel. Il faut sécuriser la manière dont est appréciée cette cotisation, notamment sur les critères fiscaux et sociaux. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut contribuer au maintien en emploi des seniors. Et puis, il y a quelque chose qui était dans le projet de loi portant réforme des retraites qui peut être remis sur la table, qui est la question de l'accès par les forfaits jours à la retraite progressive, qui va aussi dans le sens d'une bonne organisation des fins de carrière. Merci beaucoup, Franck Morel, d'être entré dans le détail. C'est une transition parfaite pour passer maintenant à la discussion tous les quatre. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui commencent à nous envoyer de premières questions que je suis bien en train de recevoir. Écoutez, passons maintenant à une discussion peut-être sur la sécurisation et la formation des travailleurs. Ça me semble important. Peut-être en vous redonnant la parole tout de suite. Marie-Lise Léon, première question pour vous. Quels sont aujourd'hui les témoignages que vous pouvez recevoir concernant l'offre de formation qui est proposée aux salariés, aux travailleurs, comme vous le dites? Comment, selon vous, rassurer les personnes qui exercent aujourd'hui un métier qui est en tension? Alors, on a... vous faites bien de le rappeler, on a des témoignages, ou en tout cas des partages des militants dans les sections d'entreprise qui nous disent qu'ils sont extrêmement inquiets sur l'avenir de leur entreprise. Alors, les salariés qui ont ces inquiétudes, ce qu'ils pointent, et que l'on constate, c'est qu'on a, je pense, et j'aurai des éléments complémentaires à ce que propose Franck sur la question des transitions professionnelles. D'accord. On sait qu'il y a des pans entiers de l'activité économique qui vont devoir opérer une mutation. On a un impératif de transition écologique et ça fait des années que, je crois que c'était au moment du Grenelle de l'environnement que la CFDT parlait déjà des transitions professionnelles. À l'époque, on nous regardait avec des yeux ronds comme des soucoupes en disant « mais de quoi il parle ?» C'est justement ça, c'est que l'emploi est un levier de réussite de la transition écologique. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas se faire sans une participation des salariés eux-mêmes à cette dynamique et à des compétences. Donc on a un véritable enjeu et je pense qu'à très court terme, cette sécurisation, elle doit passer par des dispositifs beaucoup plus solides de transition professionnelle. Donc il y a les projets Transition Pro. Je ne vais pas rentrer dans la mécanique et la tuyauterie, la formation professionnelle. Je pense qu'on va perdre tout le monde. Mais on a un enjeu. Comment ? Ce qui est un signe en soi. Exactement. Ça veut dire que... et en termes d'information, les salariés sont totalement perdus et on a un véritable enjeu. Donc il y a une multitude de dispositifs qui existent, qui répondent à des enjeux extrêmement précis. De notre point de vue, on a un enjeu majeur à assurer, et ça pourrait être une alternative au dédit formation, puisqu'un salarié qui a envie de se reconvertir et puis de partir, je ne suis pas sûre que de lui interdire de le faire, ça soit très convaincant. Néanmoins, qu'on puisse instaurer une coopération des entreprises entre elles à l'échelle d'une branche, ne serait-ce que ça. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui assume, et c'est pour ça que je pense que le mécanisme est un petit peu bloqué, c'est que... Tout est au périmètre de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire qu'une entreprise qui assume la reconversion d'un salarié, c'est à ses seuls frais. Donc l'idée, c'est comment on peut mutualiser, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une branche ou d'un secteur d'activité. Et là, il nous faut absolument des passerelles entre les entreprises, les branches professionnelles. On se rend compte qu'il y a des compétences
qui peuvent être communes à une aide à domicile et un chauffeur de bus. Il y a des choses qui peuvent être tout à fait raccordées avec des compléments en termes de, par exemple, préparation opérationnelle à l'emploi, c'est exactement ça. Il manque des compétences, mais qui peuvent faire l'objet d'ajustements. Et ça, il faut beaucoup plus de souplesse. Et ça, c'est un gros manque aujourd'hui de ce dispositif. Il existait avant ce qu'on appelait les CIF, oui. Les congés individuels formation. Il y a eu une réforme qui fait que ça a été un peu déstabilisé. Et là, aujourd'hui, on en a cruellement besoin. Merci beaucoup Marie-Lise Léon. Peut-être la parole à vous maintenant, Roland Lescure, sur l'action publique. Que peut l'État ? Effectivement, une question qui est la suivante. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils aujourd'hui garantir des dispositifs de formation ou de reconversion qui soient de qualité ? Une question tout à fait cruciale dans le contexte du Covid-19. Bon, d'abord, en fait, la première est presque encore plus intéressante, importante que la deuxième de vos questions. Que peut l'État ? Et c'est intéressant parce qu'on voit... en discutant que l'État peut et fait beaucoup de choses, et je vais y revenir rapidement, mais que l'État ne doit pas tout faire. Et parfois, il est important que l'État sache ce qu'il ne doit pas faire pour laisser les acteurs le faire, en général sur le terrain, de manière un peu plus simple que ce qu'on peut penser à Paris, y compris à l'Assemblée nationale. Donc l'État, évidemment, il peut et il doit financer, et il le fait. Il y avait des milliards dépensés sur la formation professionnelle avant que nous arrivions aux responsabilités. Il y a toujours autant de milliards. Je pense que c'est un peu mieux organisé. Ça, c'est la deuxième fonction de l'État, c'est l'organisation. Mais sur le financement, évidemment, le financement de la formation professionnelle, la sauvegarde de l'emploi via les dispositifs qui ont été mis en place pendant la crise. On a eu pendant quelques semaines plus de 75% des salaires en France qui étaient percés par l'État. C'est évidemment pas viable, mais dans les moments extrêmes, il faut le reconnaître. Parce que le choix stratégique qui a été fait, Franck le disait, contrairement par exemple à ce qu'on a fait aux États-Unis, où il y a des dizaines de millions de chômeurs aujourd'hui qui ont perdu leur job, c'est de maintenir le lien d'emploi avec l'entreprise. Essentiel. Ensuite, il y a comment on passe de la sauvegarde à la projection, à la relance. Et ça, c'est le plan de relance. Là encore, je ne vais pas en donner tous les détails. 100 milliards, dont 30 milliards essentiellement dédiés aux enjeux sociaux et de formation, mais en fait les 100 milliards le sont, parce qu'évidemment si on fait de la transition écologique, ça fera de l'emploi. Quand vous rénovez une maison, vous utilisez le bâtiment, et la relocalisation et la réindustrialisation de la France, évidemment aussi ça va créer de l'emploi, qui sont les deux autres dimensions. Un point particulier, on en parlait tout à l'heure, sur ceux qui sont exclus du système français. Les jeunes, beaucoup, donc il y a énormément d'efforts faits sur les jeunes, pour les apprentis et pour l'emploi direct des jeunes, pour les personnes en situation de handicap, où les dispositifs jeunes, 4 000 € à l'embauche, sont généralisés sans limite d'âge, la formation professionnelle, tout ça, l'État, évidemment, met des sous. L'État doit organiser mieux les choses. Donc ça, c'est France Compétences, qui a été créé notamment par la loi Avenir Professionnel, qui vise à simplifier un peu l'usine à gaz de la formation professionnelle, qui faisait lever les sourcils à Marie-Lise tout à l'heure et qui nous faisait tous les deux opiner. Je ne suis pas sûr qu'on ait totalement atteint l'idéal, mais je pense quand même qu'avec un acteur chargé d'organiser, chargé de valider les formations, de faire un répertoire clair pour que les travailleurs qui souhaitent se former ou les employeurs qui souhaitent former leurs travailleurs puissent avoir accès à une liste claire et bien définie, tout ça c'est très bien. Mais il y a aussi, et là on ne sera peut-être pas tout à fait d'accord avec Marie-Lise, ce que l'État ne doit pas faire ou ce que l'État peut éventuellement simplifier. Et donc moi je pense que dans cette crise, on a appris des choses. Un peu dans l'urgence. Alors oui, il faut évaluer les dispositifs d'urgence qu'on a pris, mais je pense qu'il faut vraiment se demander, et on va le faire dans le cadre d'une loi qui arrive à l'Assemblée dans quelques semaines, je dirais que la charge de la preuve, ça doit être, on a pris des décisions en période de crise, qu'est-ce qu'on doit annuler ? Plutôt que de dire, on annule tout et on en garde 2 ou 3 si vraiment elles sont exceptionnelles. Donc c'est vraiment une histoire d'état d'esprit. Édouard Philippe, quand il est arrivé, avait dit si on crée une norme, on en supprimera 2. Je ne suis pas sûr qu'on ait tout à fait réussi là-dessus. En tout cas, je n'ai pas vu les chiffres. Et je dois avouer qu'avec certains de mes collègues, on demande régulièrement les chiffres. Je pense qu'on a besoin de se dire ça. Pour, je dirais là encore, ce terme est peut-être mal choisi, mais profiter de la crise pour apprendre, former, oui, peut-être simplifier, laisser un peu plus de place aux acteurs pour qu'ils fassent ce qu'on doit faire. Et s'assurer que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, parce que c'est l'horizon de temps sur lequel on doit tous travailler aujourd'hui, on se dira que cette crise a été extrêmement difficile,
mais il en est sorti du bon. C'est ça aussi la crise en grec, hein. C'est une crise, difficulté, mais aussi une opportunité. Merci beaucoup Roland Lescure. Franck Morel, vous êtes déjà revenu un petit peu en détail sur les propositions de votre note qui visent à mieux sécuriser et mieux former les actifs. Donc je vous propose peut-être, parce que nous recevons beaucoup de questions, de passer tout de suite au moment de questions-réponses. Donc en tout cas, merci à toutes celles et ceux qui commencent à nous en envoyer. Je vais vous lire la première, je pense qu'elle est plutôt pour vous, Roland Lescure. Une question qui nous vient d'Héloïse, depuis les États-Unis, qui nous demande: peut-on s'inspirer des politiques menées à l'étranger, ou peut-être que pour une fois, ce sont les autres qui s'inspirent de nous? Quel est votre avis? D'abord, bravo de se lever si tôt, parce qu'aux États-Unis aujourd'hui, il est entre 6h du matin et 3h du matin. Alors peut-être qu'elle se couche tard, je ne sais pas, mais bravo à elle. Et merci d'être là pour nous écouter. Moi, c'est mon credo. Quand je suis arrivé à l'Assemblée, je suis député des Françaises et Français d'Amérique du Nord, je me suis dit: à quoi ça sert un député de l'étranger? Alors évidemment, il y a des sujets particuliers pour les électeurs, j'essaie de les aider à régler leurs problèmes de formation, etc. Mais avant tout, pour moi, c'est apporter des bonnes pratiques en France. On en a apporté quelques-unes déjà, notamment sur l'égalité femmes-hommes, dans le cadre de la loi PAC, pour forcer les comités exécutifs à recruter plus de femmes. On leur a dit: quand vous recrutez un poste de direction, vous mettez au moins un homme et une femme dans la shortlist, comme on dit. Et une fois que vous avez un homme et une femme dans la shortlist, une fois sur deux en moyenne, vous recrutez une femme, et c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on l'a déjà fait. Moi, j'ai même fait des consultations sur les meilleures pratiques. Et c'est très utile. Je pense que les Français qui vivent à l'étranger sont à la fois très français et très étrangers, et donc ils servent vraiment de pont entre ces deux types de pratiques. On s'est énormément inspiré de l'Allemagne pendant ce plan de relance. Il faut le reconnaître. L'Allemagne avait très bien géré la crise de 2008 avec justement l'activité partielle généralisée. On ne l'avait pas fait à l'époque, on l'a fait cette fois-ci, et tout le monde le reconnaît, c'est excellent. Moi, j'ai des contacts avec le Canada, évidemment, puisque Canada, États-Unis, c'est ma circonscription. Ils se sont inspirés de notre plan de relance pour dessiner le leur. Donc oui, dans ce sens-là aussi, ça marche. Je ne vous parle pas, évidemment, de toutes les collaborations exceptionnelles, malgré les espèces de cris d'orfraie de certains experts qui sont tous convaincus qu'ils ont raison, sur les enjeux virologiques et médicaux. On a eu une collaboration internationale autour de ce virus, des gens qui travaillent, pas des gens qui parlent, exceptionnelle. Donc oui, malgré un sentiment de protection, de repli sur soi qui est naturel dans ces moments de crise, et notamment de crise sanitaire, il y a en fait sous l'écume des gens qui travaillent ensemble, des gens qui collaborent pour qu'on sorte ensemble. Dernier point, évidemment, le plan de relance européen. C'est historique. Emmanuel Macron, Angela Merkel ont ensemble fait faire un virage à l'Europe dont on parlait depuis 30 ans, qu'on avait été incapable de faire. Donc oui, il y a énormément de choses dont on peut s'inspirer et qu'on peut inspirer aussi à l'international. Merci beaucoup Roland Lescure. Une deuxième question qui nous arrive depuis l'Allemagne, maintenant peut-être pour vous, Franck Morel. Marc, depuis l'Allemagne, que l'on salue, et qui nous explique: merci pour vos propositions respectives. Est-ce que cela veut dire finalement qu'il faut revenir sur une partie des réformes menées depuis 2017, ou au contraire, est-ce qu'il faut plutôt les approfondir ? La réponse est très claire, il faut les approfondir. Oui, il faut les approfondir. D'ailleurs, l'esprit d'un certain nombre de propositions que je formule se situe complètement dans l'esprit des réformes qui ont été menées depuis le début du quinquennat. Je pense, alors, c'est pas la plus consensuelle, mais je pense au contrat de chantier, par exemple. C'était un des axes des ordonnances de 2017. Il y a eu 10 accords de branche qui ont été conclus sur le sujet. Alors, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. On peut dire que sur le CDD objet défini, qui était l'ancêtre, entre guillemets, alors avec d'autres caractéristiques, il y en avait quasiment eu 0. Là, il y en a eu 10. Mais 10, ce n'est pas beaucoup non plus. Alors certes, dedans, il y a la métal, il y a le commerce de gros à prédominance alimentaire, il y a des branches d'une certaine envergure. Mais on pourrait, par exemple, aller plus loin sur ce sujet. Et en allant plus loin, on se situe, à mon sens, dans l'esprit de ce qui a été initié. Même chose, à mon sens, sur le travail indépendant et le fait d'offrir des garanties sociales, de construire un cadre permettant d'aller plus loin dans le fait d'offrir des garanties sociales aux travailleurs indépendants. Là aussi, ça se situe, puisque je rappelais tout à l'heure l'extension de l'assurance chômage aux indépendants en cas de liquidation judiciaire. Donc le fait d'aller sur ce terrain-là se situe pleinement dans l'esprit des réformes qui ont été engagées. Je voudrais revenir sur l'histoire de la POE, parce qu'on a évoqué justement tout à l'heure la question de la formation, de la reconversion, etc. C'est une idée à laquelle je tiens particulièrement, parce que je suis assez attaché à ce mécanisme de POE. Il y en a eu 120 000, 40 000 collectifs, 80 000 individuels. Et on pourrait aller plus loin, mais on pourrait aller plus loin
en ouvrant la POE à des salariés en place. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui la POE c'est seulement pour des demandeurs d'emploi. C'est bien, il faut le garder et il faut l'étendre, il faut en faire plus. Mais il faut aussi, je pense, et là aussi on se situe dans l'esprit du PIC notamment, et donc des réformes engagées depuis le début du quinquennat, avec un effort sans précédent sur la formation des demandeurs d'emploi. Il y a 3 milliards par an et qui sont négociés avec les régions dans le cadre de pactes régionaux. Et donc on pourrait, dans cet esprit-là, approfondir et élargir le système de POE. Au passage, on pourrait le simplifier d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a 3 systèmes différents. POE individuelle, POE collective et allocation de formation AFPR. Je ne sais plus ce que veut dire le sigle exactement. Donc au niveau de Pôle emploi, on pourrait regrouper ça en un seul système, beaucoup plus souple et beaucoup plus simple, et l'ouvrir à des salariés en poste. Alors il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de l'ouvrir à tous les salariés. Il s'agit de cibler des emplois menacés. Donc on peut avoir des critères, on peut faire intervenir le dialogue social au niveau sectoriel, par exemple, pour définir les critères, pour dire c'est quoi un emploi menacé, comment on le définit, comment on s'assure que ça va bien sur des gens qui en ont besoin. Et je pense que ce qui est intéressant, là aussi, c'est d'élargir la palette des outils d'anticipation. Il y a une chose qui a été faite au début du quinquennat, et je suis assez fier d'y avoir contribué, c'est par exemple la création de la rupture conventionnelle collective, qui est un outil d'anticipation négocié, permettant justement de s'organiser, de réduire la voilure quand c'est nécessaire, mais le faire dans le cadre du dialogue social et le faire dans un cadre sécurisé. Et bien, on pourrait compléter ces outils, parce qu'on manque d'outils, cette fois dans le domaine de la formation professionnelle, compléter ces outils avec l'élargissement de la POE à des salariés en poste sur des emplois menacés. Merci beaucoup Franck Morel. Maintenant, une question peut-être sur la sécurisation des seniors. On en a parlé tout à l'heure. Peut-être pour vous, Marie-Lise Léon, ou peut-être pour vous, Franck Morel, dites-moi. Effectivement, quelqu'un qui nous écrit, Laurence, quand on parle de la sécurisation des fins de carrière, je pose la question de la protection de l'emploi des seniors versus les contrats aidés pour l'embauche des jeunes, contrats qui coûtent forcément moins cher à l'entreprise. Il est très difficile, passé 55 ans, de trouver un emploi si on vient à perdre le sien, ce malgré les dispositifs d'accompagnement, en effet. Quand aujourd'hui, on tend vers un départ à la retraite vers 64 ans, comment protéger les salariés pour les 10 dernières années de leur carrière professionnelle? Alors, effectivement, on parle de l'impact de la crise sur les jeunes et Franck évoquait les ruptures conventionnelles collectives. On sait qu'on a quand même une difficulté collective à maintenir dans l'emploi les seniors. Rupture conventionnelle collective, donc c'est un dispositif négocié dont on se rend compte que les principaux bénéficiaires sont des salariés seniors. C'est-à-dire que ça répond à une attente aussi des seniors de quitter l'entreprise avant qu'ils puissent aller en retraite. Je pense qu'on a et ça a été évoqué dans le cadre d'une mission et du rapport que Franck a évoqué tout à l'heure, on a une question culturelle sur l'emploi des seniors, on a une question de formation tout au long de la vie, et on a une question de rapport au travail. Donc, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas de solution toute faite. C'est un bouquet de propositions qui ont été faites et sur lesquelles nous, on était extrêmement partants. La question de la retraite progressive ou du temps partiel en fin de carrière, c'est un enjeu de la banque des temps, de se dire à un moment, j'utilise le temps dont je peux bénéficier pour l'utiliser comme je le souhaite. Ça peut être pour me former, pour m'occuper de ma famille, de mes descendants ou de mes ascendants. Ça peut être aussi une volonté de lever le pied en fin de carrière et de passer moins de temps au travail. Et je pense que c'est ces dispositions un peu de temps à la carte qu'il faut pouvoir pousser. Et puis, c'est une question culturelle, c'est aussi une grande responsabilité des employeurs. Et moi, ce témoignage on m'a proposé de partir plutôt ou une rupture conventionnelle ou on m'a mis au placard parce que on me fait comprendre que je coûte trop cher et que je ne suis pas assez productif. Ça, on l'entend beaucoup. On l'entend et il faut véritablement qu'il y ait dans les entreprises une conscience d'une responsabilité de devoir employer l'ensemble des salariés tout au long de la vie. Ça, c'est impératif. Merci beaucoup Marie-Lise Léon. Je vais laisser Roland Lescure réagir. Je voudrais compléter sur ce sujet qui pour moi est très important, parce que c'est vrai que tout à l'heure on parlait beaucoup des jeunes
qui n'ont plus le même rapport au travail, plus le même rapport à l'entreprise et qu'il faut accompagner dans ces parcours plus fluctuants. Mais en fait, c'est aussi vrai d'un certain nombre de seniors qui parfois n'ont le choix qu'entre le placard et la retraite, alors qu'en fait, ils pourraient, bien accompagnés, souhaiter faire d'autres choses. Et en passant, dans la réforme des retraites, il y a un certain nombre de choses pour notamment permettre de cumuler la retraite et un emploi différent, qui peut être monter un restaurant, s'occuper de jeunes enfants, faire d'autres choses après une carrière très variée, qui peut permettre de continuer à accumuler de la retraite en travaillant et en touchant sa retraite. Donc je pense que la vision du travail, là encore un peu 19e siècle, a totalement changé en France. Je ne suis pas sûr que toutes les entreprises se soient totalement adaptées à ça, et donc il y a une révolution culturelle à faire dans l'entreprise. Les organisations syndicales, je pense, sont en train de le faire, mais là encore, je pense qu'il y a certaines résistances qu'il faut passer pour bien comprendre que la fluidité du parcours individuel, ce n'est pas seulement de la précarité absolue. Il y a des enjeux de précarité qu'il faut traiter, mais c'est aussi un enjeu de liberté individuelle qu'il faut pouvoir accompagner parce que cette aspiration à la liberté, elle existe. Merci beaucoup Roland Lescure. Franck Morel. Pour compléter ce que vient de dire Roland, et j'abonde complètement dans le sens de ce que tu viens de dire, effectivement, c'est un enjeu de liberté individuelle et il faut offrir un certain nombre d'outils et de souplesse dans ce sens. S'il y a bien un sujet sur lequel les pouvoirs publics, les acteurs de tous ordres doivent, à mon sens, être relativement humbles, c'est bien le sujet de l'emploi des seniors. Parce qu'alors, on pourrait ouvrir une bibliothèque avec tout ce qui a été écrit sur le sujet, et on pourrait aussi ouvrir une bibliothèque avec tout ce qui n'a pas marché sur le sujet. 2 exemples, le CDD senior et le contrat de génération. Dans les 2 cas, ça a été un bide, si vous me permettez l'expression, absolu. Et donc, ça veut dire quoi? Et les personnes qui ont mené la mission que j'évoquais tout à l'heure en étaient pleinement conscientes et avaient conscience que l'enjeu pour elles était extrêmement lourd et compliqué parce qu'ils partaient d'une situation où on a essayé plein de trucs et plein de choses qui ont été essayées n'ont pas fonctionné. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire preuve d'innovation, essayer de chercher, de sortir un petit peu des sentiers battus, faire preuve de souplesse et d'adaptabilité. Et offrir des outils aux acteurs pour organiser la fin de carrière. Parce que la situation, elle est très paradoxale. En 15 ans, le taux d'emploi des seniors, il a pris 15 points. Donc si on regarde que ce chiffre-là, on pourrait se dire, il n'y a pas de sujet emploi des seniors. L'emploi des seniors, il s'est amélioré considérablement en 15 ans. Le problème, en réalité, il est lequel? Il est que, d'abord, si on affine un petit peu l'analyse, on se rend compte que ça, c'est le taux global sur la tranche 50-64, mais malheureusement, la situation est moins rose sur la tranche la plus âgée. Et puis, deuxièmement, le senior, une fois qu'il est sorti de l'emploi, et Marie-Lise le disait tout à l'heure, il a beaucoup plus de difficultés à y revenir. Et c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça que le vrai sujet, ce n'est pas l'emploi des seniors en général, c'est le maintien en emploi des seniors. C'est la problématique de maintien en emploi. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut mettre en place un certain nombre d'outils souples, adaptables, jouant sur la liberté individuelle et jouant sur le dialogue social et l'utilisation par les acteurs pour organiser le mieux possible le maintien en emploi des seniors et donc la gestion des fins de carrière. D'où les questions de temps partiel, d'où les questions de changement d'affectation, d'où les questions de mécénat de compétences, d'où les questions d'utilisation de tous les outils permettant d'aller dans ce sens. Merci beaucoup Franck Morel. Il nous reste 3 petites minutes, peut-être une dernière question, peut-être pour vous Roland Lescure, sur, au-delà des seniors effectivement qui doivent être maintenus dans l'emploi, la question des Français en retour de l'étranger. Une question d'Agnès, depuis le campus des Français de l'étranger, qui nous dit que c'est toujours un petit peu compliqué de changer de pays et dans les conditions actuelles un petit peu plus pour les actifs. D'autant plus qu'entre les statuts des salariés auto-entrepreneurs, voire si l'on passe par une phase de chômage, on est confronté à des changements administratifs qui sont compliqués. Y aurait-il des guichets pour permettre d'éviter de perdre de l'énergie dans l'administratif ? Merci pour cette question. C'est mon combat, c'est ma croix. Non, et puis c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui en période de crise. Déjà, c'est tout simplement difficile de rentrer en France même. Alors évidemment, on ne refuse jamais l'entrée d'un Français ou d'une Française en France quand il veut rentrer, mais il y a des enjeux sanitaires, des enjeux de quarantaine, des enjeux de tests obligatoires. Il y a évidemment beaucoup de Françaises et de Français qui perdent leur job aujourd'hui, parfois même aux États-Unis notamment avec le job via la protection sociale. Donc c'est vrai qu'on a tout un dispositif qui est un peu hérité de l'expatriation, c'est une aventure, on ne les verra jamais revenir, alors que là encore, il y a des parcours beaucoup plus sinueux d'aller et retour
qui sont constructifs, qui sont très bien, y compris pour la France d'ailleurs. Moi, je suis très heureux qu'il y ait des Français qui aillent étudier, entreprendre, trouver des jobs à l'étranger et revenir ensuite. Mais que le retour en France, et je peux vous dire notamment l'arrivée en France comparée à celle que j'ai vécue moi quand je me suis expatrié au Québec et au Canada, ça n'a rien à voir. Je vais vous donner un exemple dont j'ai parlé avec les 3 ministres de l'Intérieur successifs. Donc j'aurai peut-être un peu plus de chance avec le nouveau que je n'ai pas encore rencontré et qui est occupé à d'autres sujets. Je n'y reviendrai pas. On espère. Mais le permis de conduire. Vous arrivez à Montréal, vous prenez rendez-vous avec la SAAQ, un organisme du Québec, vous arrivez à 8h30, vous sortez à 9h30 avec votre permis de conduire. Moi, je suis rentré en France avec mon permis de conduire canadien. J'ai mis 4 mois et demi à avoir un permis de conduire français. Et j'ai dû remettre mon permis de conduire canadien pendant qu'on faisait le travail. C'est un détail, mais pendant ces 4 mois et demi, je ne pouvais pas louer de voiture. Bon, si je voulais faire, non pas député, mais chauffeur Uber ou livreur de Deliveroo, je ne pouvais pas le faire parce que je ne pouvais pas louer une voiture. Donc c'est des sujets de tracasserie administrative très forts, protection sociale et autres. Ça, on a fait des choses, notamment pendant la crise, pour supprimer le délai de carence, mais qui ont en plus un impact économique et social sur l'emploi. Donc on a parfois tendance à compliquer la vie des gens, là où l'administration est souvent là plutôt pour aider. Alors c'est pas le fait des gens que vous retrouvez en face de vous, face au guichet, c'est le fait d'un certain nombre de normes et de règles qui sont elles-mêmes très contraignantes. Merci beaucoup Roland Lescure, merci d'avoir respecté tous les 3 ce timing. Je crois qu'il est déjà l'heure de rendre l'antenne. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et merci beaucoup. Merci. Merci à tous.